Alentour, penché du même côté par le vent de mer et opposant à l'ouest leur écorce noire de pluie, les pins continueraient d'aspirer au ciel, de s'étirer, de se tendre. Chacun garderait sa blessure différente de toutes les autres. Chacun de nous sait pourquoi il saigne. Et lui, Yves Frontenac, blessé, ensablé comme eux, mais créature libre et qui aurait pu s'arracher du monde, avait choisi de gémir en vain, confondu avec le reste de la forêt humaine. Pourtant, aucun de ses gestes qui n'était le signe de l'imploration, pas un de ses cris qui n'était poussé vers quelqu'un. Il se rappelait cette face consumée de sa mère à la fin d'un bon jour de septembre à Boridé. Ces regards qui cherchaient Dieu au-delà des plus hautes branches. Je voudrais savoir, mon petit Yves, toi qui connais tant de choses au ciel, pense-t-on encore à ceux qu'on a laissés sur la terre? Comme il ne pouvait imaginer un monde où ses fils n'eussent plus été le cœur de son cœur, Yves lui avait promis que tout amour s'accomplirait dans l'unique amour. Cette nuit, après beaucoup d'années, les mêmes paroles qu'il avait dites pour conforter sa mère lui reviennent en mémoire. La veilleuse éclaire le visage admirable de Jean-Louis endormi. Ô filiation divine, ressemblance avec Dieu, le mystère Frontenac échappait à la destruction, car il était un rayon de l'éternel amour réfracté à travers une race. L'impossible union des époux, des frères et des fils serait consommée avant qu'il fût longtemps, et les derniers pins de Bourridès verraient passer non plus à leurs pieds, dans l'allée qui va au Gros Chêne, mais très haut et très loin au-dessus de leurs crimes, le groupe éternellement serré de la mère et de ses 5 enfants. Vous aurez certainement reconnu dans ce passage l'épilogue, la fin du mystère Frontenac de François Mauriac, le grand écrivain français. Plusieurs thèmes apparaissent. Il y a le thème de cette religion omniprésente. Il y a le thème également du Dieu Tout-Puissant. Il y a le thème également du retrait du monde qui est évoqué. Tous ces thèmes, et d'autres encore que je vais développer dans quelques minutes, constituent le creuset de ce que l'on appelle le jansénisme. On a souvent dit que les romans de François Mauriac étaient fortement teintés de jansénisme. Vous aurez certainement lu, pour certains d'entre vous en tout cas, quelques grands romans de François Mauriac, par exemple Thérèse des Quéroux, La fin de la nuit, qui est la suite du précédent, La Pharisienne, vous voyez, je les présente tous en édition de poche, Le nœud de vipère, Les anges noirs, ou encore Le désert de l'amour. Dans la plupart de ces romans, François Mauriac, je vous disais il y a quelques instants, met en évidence ces thèmes de la prédestination, ces thèmes de cette religion austère, très exigeante, et qui renvoie justement à cette atmosphère du jansénisme. Qu'est-ce que donc le jansénisme? Le jansénisme, c'est un courant religieux qui naît et se développe au XVIIe siècle en France. Il connaîtra également une résurgence dans le courant du XVIIIe siècle, mais sous d'autres formes. D'où vient ce terme de jansénisme?
il vient en fait de Jansénius, qui est la forme latine de Janssens, qui était un évêque à Ypres, qui avait été également professeur de théologie à l'université de Louvain. Cet évêque n'aura pas l'occasion de voir la publication de son œuvre qui s'intitule l'Augustinus. Augustinus, le terme est assez évident, on va dire Augustin, fait référence au grand saint Augustin qui vit à cheval sur le 4e et 5e siècle de notre ère. Cet ouvrage paraît en 1640, donc juste après sa mort. Et dans cet ouvrage, il met en évidence certains thèmes qui étaient présents justement dans les écrits d'Augustin. Janssens, cet évêque d'Ypres, était l'ami de Jean du Verger de Oranne, qui était abbé de Saint-Cyran, et qui va diffuser l'Augustinus en France, la pensée de Janssens, qui était en fait une pensée qu'ils avaient élaborée à deux, puisqu'ils étaient amis. Pourquoi maintenant le jansénisme va-t-il connaître un tel succès et pourquoi va-t-il être l'objet de persécution du pouvoir royal? À l'époque de Louis XIII, donc avec Richelieu, et plus tard avec Mazarin, et surtout avec Louis XIV. Commençons donc par l'origine de son succès. En fait, Janssens, dans l'Augustinus, met en évidence un catholicisme, je vous l'ai dit, austère, exigeant, qui est une réaction au laxisme, en tout cas vécu comme tel, de certains jésuites. Parmi ceux-ci, Molina. Car les jésuites considéraient, et je dirais en cela ils suivaient la ligne traditionnelle de l'Église catholique, les jésuites donc considéraient que le salut de l'être humain ne s'acquérait pas seulement parce que Dieu l'avait décidé, mais aussi et surtout parce que l'être humain contribuait à accéder par ses œuvres au paradis. Autrement dit, ce que l'on appelle les œuvres, ce sont les actions que les chrétiens, de leur propre vivant, mènent à l'égard d'autrui, par exemple la charité vis-à-vis des plus démunis, des pauvres, donc ces actions qui leur permettent d'accéder donc au paradis. Alors que les jansénistes pensent que Dieu a déterminé dès avant votre naissance à qui il allait accorder la grâce, c'est-à-dire à qui il allait accorder le salut. Et en cela,
les jansénistes se rapprochent des théories de Jean Calvin, le réformateur protestant du XVIe siècle. Donc les jansénistes considèrent qu'avant tout, il faut croire profondément en Dieu. Autrement dit, c'est grâce à sa foi que l'on peut accéder au paradis, et non pas tant par des démonstrations concrètes vis-à-vis de son prochain. Saint Cyran, dont il a été question il y a quelques minutes, qui était l'ami de l'évêque Janssens, d'Ypres, va être emprisonné en 1638, donc déjà 2 ans avant la publication posthume de l'Augustinus, pour des motifs qui relèvent peut-être de la théologie, mais surtout de la politique. Vous n'ignorez pas qu'en 1638, en France, le Premier ministre, c'est le cardinal de Richelieu. Il est cardinal, mais il est prêtre d'abord. C'est d'abord un théologien, Richelieu. Donc, il s'oppose, je dirais, à Saint-Cyran pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que en France, dans un État qui est en train de construire une idéologie nouvelle, qui est celle de la monarchie absolue de droit divin, il ne s'agit pas que la pensée théologique soit multiple. Il faut au contraire que tout le monde pense de la même manière, puisque le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. Il n'y a qu'un Dieu dans le ciel, il y a sur le territoire de la France un seul roi qui détient ses pouvoirs politiques de celui-là, et par conséquent, la politique des rois de France en matière religieuse est celle de l'unité. En effet, la publication de l'édit de Nantes, qui était un édit de tolérance de 1598, avait été déjà bien mise à mal par Richelieu. En particulier, il y avait eu le siège de La Rochelle en 1628 contre des protestants qui y avaient leur place forte. Il y avait eu l'année suivante la grâce d'Alès qui ne permettait plus aux protestants de disposer justement de place forte en France, alors que ça leur était garanti par l'édit de Nantes. Tout ça conduira un jour Louis XIV, en 1685, par l'édit de Fontainebleau, à révoquer cet édit de Nantes. Et dorénavant, les protestants seront des personae non gratae, c'est-à-dire ne seront plus acceptés en France. Ils auront le choix soit de la conversion, soit de l'exil. Ce sera donc la fin de cette période de compromis qui avait été inaugurée par le grand-père Louis XIV, à savoir Henri IV. Donc, lorsque Saint-Cyran est emprisonné en 1638, il est pour des raisons théologiques, mais il est aussi pour des raisons politiques, mais strictement politiques, dans la mesure où Saint-Cyran
avait condamné la politique royale, et plus particulièrement la politique de Richelieu, qui consistait à passer des alliances avec les princes protestants d'Allemagne pendant la guerre de 30 ans, qui s'étend de 1618 à 1648. Il trouvait qu'il était tout à fait irrespectueux et, comment dirais-je, incohérent pour un cardinal de l'Église catholique romaine de donner des subsides à des princes protestants, tout cela au nom de la réelle politique qui consistait à amoindrir le pouvoir des Habsbourg, qui étaient les empereurs en Allemagne à ce moment-là. Mais c'était un empereur catholique. Donc, c'est impossible quand même que le royaume de France catholique donne des subsides donc à des princes protestants pour affaiblir l'ennemi héréditaire de la France, c'est-à-dire les Habsbourg, qu'ils soient d'Espagne ou qu'ils soient d'Autriche. Ça, c'est la raison la plus vraisemblable, je dirais, de son enfermement. Alors, nous allons à partir d'ici distinguer 3 périodes dans l'histoire du jansénisme. Une première période qui va de 1638 à 1668, c'est une période de controverse doctrinale. Il y aura ensuite une deuxième période qui s'étend de 1679 à 1713. C'est la grande période de réaction du pouvoir et plus particulièrement de répression politique à l'époque du roi de France Louis XIV. Enfin, dernière période qui chevauche d'ailleurs partiellement celle que je viens de définir de 3 ans, c'est celle qui va de 1710 à 1789. C'est l'époque du jansénisme parlementaire. Je vais donc traiter successivement de ces 3 périodes. Période des controverses théologiques, période ensuite de la répression religieuse et politique par Louis XIV, et enfin au XVIIIe siècle, période où les parlementaires, et je vais vous expliquer ce que l'on entendait par parlementaire en France au XVIIIe siècle, c'est l'époque où les parlementaires se saisissent, souvent de manière opportuniste, du jansénisme pour mener la vie dure au roi et plus particulièrement à sa politique absolutiste. Je commence donc par la première période. Cette période donc des controverses doctrinales. Alors, elle débute déjà en 1640 lors de la publication d'Augustinus dont je vous ai déjà parlé, ça va de soi. Mais elle va connaître sans doute son point le plus fort lorsqu'en 1656, une bulle pontificale, alors une bulle c'est rien d'autre qu'un édit, une ordonnance qui est promulguée par le pape. Donc, alors pourquoi bulle? Parce qu'au bas des actes pontificaux, il y avait, une petite sphère qui prouvait l'authenticité du document et qui, bien entendu, symbolisait le pouvoir universel du souverain pontife sur la totalité de la planète. D'autant plus que l'on sait qu'elle est sphérique depuis Magellan, c'est-à-dire depuis 1522. Donc, une bulle est promulguée en 1656 qui oblige les jansénistes, et plus particulièrement les
religieuses qui ont adhéré à ce mouvement et qui ont émigré de Paris vers la vallée des Chevreuses, donc vers la campagne, vers la province, en occupant les locaux de Port-Royal des Champs, donc à ne pas confondre avec Port-Royal qui se trouve à Paris. Cette abbaye étant occupée par des religieuses, les intellectuels qui s'y trouvaient vont eux-mêmes partir un petit peu plus loin, aller vers ce qu'on appelle les granges, où ces messieurs de Port-Royal, c'est-à-dire ces intellectuels, vont continuer à réfléchir et à avoir une vie très austère. Et donc, les jansénistes, parmi lesquels on trouve ces religieuses de Port-Royal des Champs, et d'autre part ceux que l'on appelle les solitaires, c'est-à-dire ces religieux et ces intellectuels qui pensent à la manière de Saint-Cyran et suivent l'Augustinus, eh bien, on demande qu'ils signent un formulaire dans lequel on trouve la condamnation de 5 propositions tirées de l'Augustinus. Autrement dit, ils n'ont pas le choix. S'ils ne signent pas ce formulaire, ils se mettent d'eux-mêmes au banc d'église. Ils vont longtemps refuser de signer ce formulaire. Certains d'entre eux, et en particulier Arnaud, qui appartient à la grande famille des Arnaud, il y avait de très nombreux enfants qui appartenaient à cette famille et qui était, je dirais, le clan de base du jansénisme, eh bien, oppose à cette bulle pontificale l'idée que, effectivement, les 5 propositions qui sont mentionnées dans le formulaire sont bien condamnables, mais qu'elles ne se trouvent pas dans l'Augustinus. Par conséquent, ils n'ont pas à adhérer à un document qui spécifie des choses qui ne sont pas. Ils disent, effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec ces 5 propositions, donc comme l'Église catholique romaine l'exige, mais elles ne se trouvent pas dans l'Augustinus. En fait, elles s'y trouvent, mais de manière diffuse. Donc ils jouent un petit peu sur les mots pour se tirer d'affaire. Mais en fait, ce qu'ils disent n'est pas faux dans la forme. Quant au fond, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est, je dirais, c'est le premier élément important, je dirais, de cette controverse religieuse. Il y a ensuite, alors là, c'est dans la période, dans l'interstice, si vous voulez, entre les 2 périodes que j'ai mentionnées tout à l'heure, entre 1673 et 1682, il y a l'affaire de la Régale. Alors, pour ceux qui ont fait du latin, ils savent que Régale, ça vient du mot rex, regis, qui veut dire roi en latin. Lorsque l'on parle encore aujourd'hui de droit régalien, on parle des droits qui appartiennent en propre à l'État, qui est le successeur en France de la monarchie, du système monarchique. On parle ici de l'État républicain en France. Donc on parle toujours de droit régalien. Parmi les droits régaliens, vous avez l'exclusivité du droit de rendre la justice, de battre monnaie, ou d'avoir une armée. Ce sont des droits régaliens. Eh bien, la régale, c'était quoi? Eh bien, lorsque un évêché était vacant en France,
dans certaines régions, et dans certaines régions seulement, le roi s'était attribué le droit de s'accaparer les bénéfices de cet évêché tant qu'un nouveau titulaire n'avait pas été désigné. L'idée de Louis XIV, pour augmenter les revenus de la couronne, c'est que il fallait, en tout cas c'était son intérêt, étendre ce droit à l'ensemble des évêchés français. Ce que condamne le pape de l'époque, vous comprenez bien, parce que c'est soustraire une partie des droits propres à l'Église, enfin, soustraire à l'Église un certain nombre de ses droits propres au bénéfice du pouvoir temporel du roi. Alors, en 1673, Louis XIV tente la manœuvre, et c'est finalement en 1682 que cette affaire de la Régale est réglée par Louis XIV, qui l'étend effectivement à l'ensemble des évêchés, mais dans l'entretemps, les jansénistes avaient pris position pour le pape, parce que les jansénistes, ne nous y trompons pas, ce ne sont pas des protestants, ce sont bien des catholiques qui tiennent à rester au sein même de l'Église catholique romaine. Et ils soutiennent le pape, même si plus tard, le pape va les condamner. Et c'est effectivement ce qui va se passer lorsqu'en 1713, à la demande du roi de France Louis XIV, qui ne décède qu'au mois de septembre 1715, eh bien, le jansénisme va être condamné par une bulle pontificale. Il s'agit de la bulle Unigenitus, donc U-N-I-G-E-N-I-T-U-S, Unigenitus. En fait, elle ne condamne pas le jansénisme en tant que tel, mais plus précisément les propositions d'un prêtre oratorien qui s'appelle Pasquier-Quesnel et qui est d'orientation janséniste. Donc, d'une manière indirecte, c'est le jansénisme qui est condamné. Plus tard, en 1730, à la suite d'un certain nombre d'événements que je vais relever dans quelques instants, cette bulle pontificale va devenir une loi d'État du royaume de France, donc en 1730. Alors, nous passons donc au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui explique qu'au XVIIIe siècle, le jansénisme, qui pratiquement, du point de vue théologique, s'est éteint, va connaître une nouvelle vie, va renaître. En fait, c'est l'existence de lobbies en France qui vont participer de cette résurrection. Il y a tout d'abord des cercles de prêtres et d'intellectuels français qui s'opposent à la politique royale de restriction quant à la liberté de conscience. Retenez bien cette idée, c'est que le combat des jansénistes va rester dans l'histoire comme essentiellement une lutte pour la liberté de conscience. Donc, une lutte contre le pouvoir absolu du roi qui interdit que l'on ne pense autrement que suivant la doxa, je dirais, de la religion catholique romaine
officielle. Donc, notez bien l'idée de liberté de conscience. Il y a ensuite un certain nombre d'intellectuels étrangers qui, de l'extérieur, critiquent la monarchie absolue, en particulier ces protestants français qui se sont réfugiés, entre autres, dans les Provinces-Unies, ce que l'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas. Oui, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas vraiment mon sujet, mais quand je vous ai dit qu'au lendemain de la révocation des Nantes, les protestants n'ont que deux possibilités, soit la conversion, soit l'exil. En fait, ils n'ont pas, officiellement, ils ne peuvent pas s'exiler, ils ont l'obligation de se convertir. Et il y en a beaucoup qui partent. C'est pour ça que c'est intéressant, comment dirais-je, quand on connaît un petit peu l'histoire, de voir maintenant un petit peu les réactions qu'il peut y avoir en France ou en Belgique, mais en France en particulier, je dirais, contre ceux qu'on appelle les migrants. Hein, c'est un terme nouveau qu'on a inventé. On parle plus d'immigrés ou d'émigrés, on parle de migrants, c'est-à-dire des nomades, si je puis dire, des gens qui sont en voyage, hein, en pensant le nombre de Français qui ont dû fuir leur régime. Hein. Alors là, je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, je parle des gens au XVIIe siècle qui ont dû fuir des édits intolérants d'un roi de France. Hein. Là, il ne s'agit pas de la Syrie ou d'Iran. Hein. Ils sont partis où? Ils sont partis dans les Provinces-Unies, où ils ont été une terre d'accueil à cette époque-là, hein, pour toutes les religions. Ils sont partis également vers la Prusse. Le roi de Prusse était très heureux d'avoir des artisans très qualifiés arrivés dans le Brandebourg, et ils sont partis aussi en Angleterre. Pensez qu'il y en a aussi qui sont partis en Afrique du Sud. Quand vous pensez que l'Afrique du Sud a été créée au XVIIe siècle par des protestants hollandais, mais aussi des protestants français. Il y avait 700 huguenots, c'est-à-dire des protestants français, qui ont participé à la création de la colonie du Cap, qui se sont installés là, en Afrique du Sud. Et ce qui m'explique qu'en Afrique du Sud, vous savez qu'on y parle l'anglais, bon évidemment il y a des langues bantoues qui sont celles de l'Afrique du Sud, mais on y parle aussi un hollandais un peu modifié qu'on appelle l'Afrikaans. Hein. Mais c'est comme ça que vous avez des gens qui portent des noms français, même s'ils parlent afrikaans. Vous savez qu'en Allemagne, il y a comme ça des gens qui ont des noms français. Par exemple, un homme politique célèbre en Allemagne, Oskar Lafontaine. Et vous en avez d'autres. En fait, ce sont des Allemands, mais qui descendent de huguenots français. Parfois, on s'interroge sur les origines, mais enfin, ils ont un nom qui ne correspond pas. En fait, ce sont des descendants d'émigrés français qui sont arrivés en Prusse parce qu'ils étaient persécutés en France. Donc, si les Français ou certains politiques français connaissaient un petit peu mieux leur histoire, ils auraient peut-être une politique un peu plus modérée. La plupart du temps, ils sont incultes, hein. Mais ça relativise les choses, quand même. Alors, je reviens à mon point de départ. J'étais en train de vous parler de vous dire en fait que du point de vue théologique, tu peux tirer ta feuille d'un coup, tu sais, parce que ça, il n'y a pas de problème. Les feuilles, vous pouvez les tirer d'un coup, ça, c'est pas ça qui va me faire des bruits parasites qui dérangeront, hein. Certainement. Bon, je reprends ce que j'étais en train de dire. Ces querelles théologiques, sous le plan théologique, le jansénisme s'est éteint, d'autant plus qu'en 1709, les religieuses de Port-Royal ont été dispersées et que l'abbaye de Port-Royal-des-Champs a été rasée. Mais alors, on arrive à d'autres difficultés, enfin, on arrive plutôt à un système à une autre étape véritablement du jansénisme, lors de laquelle le jansénisme va vraiment prendre un tournant complet.
En effet, en 1727, un diacre, dont le nom de famille était Paris, mais j'ai oublié son prénom, Jean-Baptiste, je crois, je n'en suis pas sûr, meurt. C'était un saint homme. Et l'endroit où il est enterré, dans le cimetière Saint-Médard à Paris, voit affluer une population très nombreuse, des rassemblements de foules s'y pressent. Et à une époque où le pouvoir devrait lâcher du lest, à ce moment-là, il y a un certain nombre de manifestations spectaculaires dues à celles que l'on appelle les convulsionnaires. Alors, les convulsionnaires, comme son nom ne l'indique peut-être pas, parce que ça pourrait être un masculin, sont des femmes. Alors ce sont des femmes dont certaines sont hystériques et d'autres sont plutôt adeptes de l'escroquerie. Mais il y a certainement des hystériques tout à fait sincères qui participent de ces mouvements. Donc il y a des femmes qui, hystériques, qui vont se tortiller devant la tombe de ce saint personnage entre 1727 et 1732. On va leur donner même des noms qui peuvent faire sourire à l'heure actuelle et qui laissent entendre qu'elles devaient pousser des cris particuliers, puisqu'elles étaient classées en aboyeuses et en miaulantes. Donc, effectivement, ça devait être des femmes hystériques, ça, il n'y a pas de doute, qui étaient une maladie psycho, quelque chose, enfin, je ne suis pas médecin. Et c'est vécu par la population qui est superstitieuse, qui croit, pas rationaliste du tout. Ces convulsions sont considérées comme des symptômes des souffrances qui sont infligées par Dieu à ces femmes qui sont donc des persécutées, mais qui demandent à être persécutées, puisque la persécution est vécue comme un signe de sainteté. On revit les souffrances des martyrs, de Jésus, des apôtres, etc. Donc elles sont en demande. D'ailleurs, ce sont des phénomènes que l'on voit encore à l'heure actuelle, parfois dans certaines régions du monde, c'est en général parmi des populations qui sont peu éduquées la plupart du temps, pas parmi les grands intellectuels. Vous voyez comme ça des manifestations un petit peu surprenantes. Il y a des femmes qui se mettent à saigner dans la paume des mains, reproduisant ainsi les stigmates du Christ sur la croix, etc. Il y a un prêtre, San Pietro, là, quand on va en Italie, ce moine ou ce prêtre il est mort, je crois, mais qui saigne justement aux endroits où le Christ était cloué sous la croix. Donc, il y a des gens qui rendent un culte à ces gens, à ces personnages. Vous savez, il y a maintenant il y a peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais plus, parce que ma mémoire quand même, pour ce genre de choses-là, je l'avais vu à la télévision, il y avait eu un phénomène très surprenant aussi, ça vous dit peut-être quelque chose, je ne sais pas, c'est un peu comme les miracles de Banneux, vous savez, où des gens vont un petit peu comme à Lourdes, dans un sanctuaire en attendant des guérisons miraculeuses pour leurs maladies, des choses comme ça, pour des maladies incurables. Et là, je me souviens, c'était il y a quelques années, c'était en Wallonie, il y avait une vierge qui se trouvait chez un habitant dans une maison et qui s'éclairait à certains moments de la nuit. Et alors, ça vous rappelle quelque chose là, oui. Et alors, il y a des gens qui faisaient la file comme ça pendant des heures et des heures. Je me souviens qu'il y avait à un moment donné 500 ou 600 personnes qui faisaient la file comme c'était les soldes, et qui attendaient de voir le miracle se produire. Donc vous voyez que ce genre de phénomène qui peut nous paraître
insensé existe toujours de nos jours, et je dis bien en Belgique, hein, donc je ne parle pas de régions où il y a des populations très pauvres qui espèrent, je dirais, l'arrivée du paradis sur terre. On peut imaginer ça. Des régions où les gens sont très pauvres, en Afrique, en Amérique du Sud, en Philippines. Hein. Vous savez qu'en Philippines, il y a des gens qui sont cloués sur des croix hein, pour vivre le martyre du Christ. Bon, voilà, ça relève... Enfin, bon, moi je suis rationaliste, alors pour moi ça relève plus de la psychiatrie que de la foi, mais ça c'est mon sentiment personnel, je veux vexer ici personne dans l'auditoire s'il y en a qui y croient, hein. Donc mon intention n'est vraiment pas de blesser qui que ce soit, mais pour moi qui suis rationaliste, effectivement, ça me paraît assez étonnant. Comme vous avez aussi les pèlerinages pour la Vierge de Guadeloupe et à Mexique, où il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres sur les genoux et qui arrivent les genoux en sang hein, devant la cathédrale de Mexico, par exemple, hein, qui ont envie de... Donc c'est une volonté de souffrir pour revivre, je dirais, les souffrances des martyrs, des apôtres ou de Jésus. Voilà. Et donc, pour revenir à ces... allez, je ne trouve plus le terme, ces miolantes et ces savoyeuses, ce sont donc les convulsionnaires, voilà. Donc, il y a des tas de gens qui se pressent entre 1727 et 1732. Le pouvoir royal, à un moment donné, considère que ça ne peut plus continuer comme ça. Hein, qu'il faut arrêter, ça devient une sorte d'hystérie collective. Véritablement, vous savez que l'hystérie peut devenir un phénomène collectif. Hein. Vous savez qu'il y a certaines situations où tout le monde, même quand on peut être pris de panique, les gens hurlent, etc., où la raison disparaît complètement et voilà, hein, vous connaissez le phénomène des chamans, etc., où toute une assemblée peut être prise comme ça de transe. Hein. Ça nous paraît assez étonnant parce que dans notre société, ce n'est plus... oui, ce n'est plus, je dis bien ce n'est plus parce que ça a été à un moment donné pratiqué. Hein. Voilà. Ceci dit, je parle ici de la Wallonie, mais pensez aussi, si vous allez à Séville chaque année, hein, vous avez soit des flageolants ou alors des processions, vous avez des personnages comme ça qui sont bien un peu comme les personnages du Ku-Klux-Klan, vous savez, un grand chapeau pointu, etc., bon, qui veulent revivre des situations auxquelles ceux qui y croient sont sensibles, bien entendu. Bon, je ferme la parenthèse, donc, le pouvoir royal décide de fermer le cimetière Saint-Médard. Alors, loin de calmer les choses, eh bien, le spectacle, il n'a plus lieu au cimetière Saint-Médard, mais il se produit à Paris et dans toute une série de villes en France, mais dans des lieux privés. Il y a dans des lieux privés, il y a des convulsionnaires qui se mettent à se tordre, à miauler, à aboyer, tout ce que vous voulez, et qui prétendent donc que Dieu leur parle, que des saints leur parlent, etc. Et donc, ce mouvement, c'est assez particulier parce que les jansénistes va se diviser en deux courants, si vous voulez. Parce que chez les jansénistes, il y a ce courant-là qui est une expression sociale et politique, parce qu'il y a des politiques qui vont les défendre, face au pouvoir absolu, puisque c'est le pouvoir absolu qui interdit ce genre de manifestation et qui ferme le cimetière. Et d'autre part, vous avez des intellectuels et des magistrats en particulier qui doivent considérer que tout ça, ce sont des simagrées auxquels ils ne vont pas accorder trop d'importance. Alors, parmi ces gens-là, ceux que j'ai appelés les magistrats, en fait, ils appartiennent, ils portent un nom. Hein, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, ce sont ceux que l'on appelle les parlementaires. Un parlement en France sous l'Ancien Régime est une cour supérieure de justice, autrement dit, c'est une cour d'appel. En France, avant 1789, il n'y a pas de parlement au sens moderne du terme. En Angleterre, oui, il y a un parlement avec une chambre des communes et une chambre des lords. Mais en France, il n'y a pas de parlement. Ce qui va faire office de parlement en 1789, ce seront les États généraux. Les États généraux, d'accord, mais ce n'est pas le Parlement, ça. En France, il y avait une bonne dizaine, une douzaine, je crois, de parlements qui n'étaient rien d'autre que des cours supérieures de justice qui avaient un ressort plus ou moins important. Le Parlement de Paris avait un ressort, donc une juridiction territoriale assez vaste. Et donc les parlementaires, ce sont ceux qui se considèrent comme les garants de la constitution non écrite de la France. Nous sommes dans une monarchie absolue. Et ces parlementaires au XVIIe siècle se sont vus retirer
des droits qu'ils avaient coutume d'exercer, à savoir le droit de remontrance et le droit d'enregistrement. De quoi s'agit-il? Le droit de remontrance, c'était lorsqu'un édit avait était en voie de promulgation par le roi. Il avait été écrit par son administration, par ses services. Le roi, pour pouvoir lui donner de la publicité, parce qu'une loi qui n'a pas de publicité est caduque, c'est logique, il doit savoir le contenu de loi pour pouvoir appliquer. Donc si personne n'est au courant qu'il y a une loi, évidemment, donc il faut qu'il y ait une publicité de la loi. Donc, pour que la loi soit publique et applicable, il fallait qu'elle passe préalablement par le Parlement. Je vous ai dit que c'est l'équivalent d'une cour d'appel. Et les parlementaires avaient le droit, à ce stade, à ce moment précis du processus législatif, de pouvoir émettre des remarques. C'est ça ce que l'on appelle des remontrants, des observations qui pouvaient être purement juridiques, mais qui pouvaient aussi être politiques, en disant mais ça ne va pas, parce qu'il y a des précédents où voilà, c'est pas dans la tradition du royaume. Et alors à côté de ces droits d'enregistrement, il y avait un autre droit qui était le droit d'enregistrement. Le Parlement, donc les parlements avaient la possibilité de refuser d'enregistrer une loi. C'est-à-dire que le roi, voilà, il fait une loi, il dit moi Louis XIV, je veux que dorénavant ceci, et le Parlement disait on refuse d'enregistrer. Enregistrer, ça veut dire mettre dans les registres, littéralement. Les registres, c'est l'endroit, ce sont les livres, si vous voulez, où on mettait les lois, officiellement, on indiquait les titres des lois. Et donc, ça, c'était des droits qui avaient été perdus à l'époque de Louis XIV. Et donc, à l'époque de Louis XV, les parlementaires, ils n'ont plus ces droits-là. Voilà, ils ne sont pas contents et ils profitent de manière opportuniste de ce mouvement janséniste qui a été persécuté dans sa conscience par le roi pour s'opposer à l'absolutisme royal. Entendu? Voilà. Alors, nouvelle affaire entre 1751 et 1758. C'est l'affaire des billets de confession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les billets de confession? Donc entre 1751 et 1758, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors les billets de confession, c'était des billets, c'est-à-dire des petits documents que l'archevêque de Paris obligeait de faire signer par les mourants et qui s'opposaient au jansénisme, en fait, aux théories jansénistes. Pensez bien que ça a fait un scandale, parce qu'il y avait des gens qui étaient très bien, des gens qui avaient une vie très vertueuse, des vies saintes, et auxquels on empêchait de se confesser à l'article de la mort, de bénéficier de l'extrême onction, tout simplement pour une question de conscience. Ça a fait un grand scandale qui a été exploité par les parlementaires, là aussi. Bref, si je devais résumer tout mon propos jusqu'à présent, il faut que vous reteniez que le jansénisme, qui a été vivace au XVIIe siècle, plus particulièrement entre, je vous ai dit, 1638 et 1668, à l'époque des querelles religieuses, des controverses doctrinales, eh bien, va perdre de sa force, en tout cas sur le plan théologique, et va se vider même de sa substance, par la suite. Et va être récupéré au XVIIIe siècle par des politiques que sont une grande partie des magistrats
des hauts magistrats, puisqu'ils sont membres des cours d'appel, des cours supérieurs. Ce ne sont pas des magistrats qui siègent dans les bailliages, dans les sénéchaussées, dans les présidiaux, qui sont des tribunaux subalternes. Non, ce sont des gens qui sont à un haut niveau, un petit peu comme à l'heure actuelle, comme des gens qui sont à la Cour de cassation, les magistrats, vous savez, Robert d'Hermine, et non, ce sont des grands personnages qui tiennent tête au roi, au pouvoir absolu, en faisant remarquer qu'il y a un certain nombre de coutumes qui ne sont plus appliquées depuis longtemps, et font payer au roi, quelque part, la suppression des droits dont ils bénéficiaient, eux, parlementaires, au XVIIe siècle. Enfin, jusqu'au XVIIe siècle. Maintenant, quelle a été la postérité du jansénisme? Tout à l'heure, j'ai commencé mon exposé, mon cours, en vous lisant un passage du Mystère Frontenac de François Mauriac. Il y a encore des traces, je dirais, d'esprit janséniste à l'heure actuelle en France. Mais, je dirais, ça se réduit à quelques comportements. Le jansénisme n'existe plus. D'ailleurs, les jansénistes n'ont jamais considéré qu'ils étaient des jansénistes. Ceux qui les appelaient des jansénistes étaient les catholiques pur jus. Mais eux ne se sont jamais appelés jansénistes. Pour eux, ils étaient catholiques et rien d'autre que catholiques. Hein. Vous savez que les noms que l'on porte sont souvent des noms qui viennent de vos ennemis. Hein. Ce ne sont pas des noms que l'on porte par soi-même. Et donc, en fait, il n'y a pratiquement plus de traces, sauf que c'est resté, après l'Ancien Régime, sous diverses formes. C'est ainsi que le petit clergé s'est identifié à ce groupe qui avait été persécuté sous l'Ancien Régime, et on peut dire qu'en 1790, donc, deuxième année de la Révolution française, la constitution civile du clergé qui soumettait le clergé aux lois civiles, justement, c'est le moment où les biens du clergé vont être nationalisés, où l'Église ne sera plus un ordre privilégié comme précédemment, eh bien, va peut-être être une vengeance, plutôt, oui, une trace posthume d'une petite victoire gagnée par les jansénistes après le décès de leur mouvement. Et au XIXe siècle, je vous ai dit, le jansénisme, quand on le trouve dans les livres d'histoire ou quand on en parle dans la littérature, c'est essentiellement pour déplorer qu'à l'époque, que sous l'Ancien Régime, au XVIIe ou XVIIIe siècle, la liberté de conscience n'ait pas été complète. Mais à côté de ça, vous avez d'autres mouvements qui ont beaucoup souffert aussi, en particulier, je vous ai dit, les protestants, parce qu'en 1685, révocation d'éminent, les protestants doivent soit se convertir d'office, soit ils doivent partir. N'oubliez pas que c'est seulement au moment de la Révolution française, c'est seulement en 1781, en tout cas en Belgique, et je crois en France aussi. Je crois que c'est dans les pays d'Autriche en 1780, peut-être en 1782, si mes souvenirs sont bons, que les protestants deviennent des citoyens à part entière, alors qu'ils n'étaient pas jusqu'en 1700. Donc jusqu'à la veille de la Révolution française, les protestants n'étaient pas des citoyens. Et alors, en 1789, il est bien indiqué dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme du 26 août de cette année-là, toute personne ne peut plus être inquiétée pour sa religion ou pour ses opinions. Là, c'est la grande date que vous devez connaître, évidemment, par cœur, le 26 août 1789. Donc, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'on oublie toujours « et du citoyen ». Voilà. Il me reste maintenant à vous montrer quelques ouvrages. Alors, ceci était fait tout à l'heure. Alors, tout d'abord, quelques sources. Saint Augustin, les Confessions.
Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vous parler des grands intellectuels qui faisaient partie du mouvement des messieurs de Port-Royal, comme on les appelait, et en particulier Blaise Pascal, qui a écrit des lettres en provincial. C'est peut-être moins connu que les Pensées, mais c'est un ouvrage essentiel. Alors, cet ouvrage est publié en 1656. Si vous vous souvenez bien, 1656, ça évoque pour vous une bulle pontificale qui obligeait plutôt les jansénistes à signer le formulaire. Et donc, en fait, Pascal, dans cet ouvrage, dans ces fameuses lettres écrites en provincial, c'est pour ça qu'on les appelle les provinciales d'ailleurs, en bref, les provinciales, Pascal, en fait, en profite pour dénigrer l'attitude des jésuites, et en particulier leur laxisme par rapport à la religion, à leur facilité à défendre l'obtention du salut par la charité, par les œuvres. Alors, autre personnage qui appartient à l'école de Port-Royal également, c'est Racine. Racine. Il y a plusieurs œuvres de Racine qui sont vraiment marquées par le jansénisme. Les jansénistes ont aussi créé des petites écoles qui étaient des écoles primaires, si vous voulez, début du secondaire, où l'enseignement était très complet, très poussé. Enfin, il y a cette œuvre, sans doute une des plus connues de ces messieurs de Port-Royal, c'est la logique ou l'art de penser d'Arnaud et Nicole. Ce sont donc deux intellectuels jésuites de l'époque qui nous intéresse. Alors, sur le jansénisme lui-même, l'ouvrage de base, c'est le jansénisme par Louis Cognet, en Que sais-je. Ça, c'est vraiment l'ouvrage de base. Alors, d'Aimé Georges Martimore, le gallicanisme. Alors, le gallicanisme, en fait, c'est une théorie qui est le pendant de l'anglicanisme, mais de l'anglicanisme, vous vous souvenez ce que je vous ai dit la semaine passée, l'anglicanisme, c'était donc une variante de la religion catholique romaine sous la direction du roi d'Angleterre Henri VIII. Ce n'est pas une religion protestante à l'origine de l'anglicanisme. L'anglicanisme devient une religion protestante qu'à partir d'Édouard VI et d'Élisabeth Ier. Et donc le gallicanisme était une théorie similaire qui découle entre autres depuis François Ier, même avant, selon laquelle le roi de France était, comment dirais-je, le chef de l'Église catholique française. Voilà. Ceci est très lié au jansénisme. Alors, de Paul Bénichou, Morale du grand siècle, donc en Gallimard idée, le jansénisme y a une place importante. Alors ici, j'ai simplement apporté des extraits du Port-Royal de Sainte-Beuve, le grand écrivain du XIXe siècle. Lucien Goldman, le sociologue de la littérature, a écrit Le Dieu caché, qui est entièrement consacré justement à la pensée politique et religieuse du jansénisme, à Pascal et à Racine en particulier. Alors de Jean Steinman, Pascal, chez D.J. Brouwer. L'image de Jansénus jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est un colloque de Louvain, paru en 1987. De Bruno Neveu, un historien à l'école de Port-Royal, Sébastien Lenain de Tillemont, qui s'est intéressé à l'histoire des 6 premiers siècles de notre ère. C'est Neyoff. Alors là, je vais vous montrer un tableau de Pierre de Marca, qui était l'évêque de Paris, l'archevêque de Paris, qui a donc mis en œuvre l'application de cette bulle concernant le formulaire. Voilà, Pierre de Marca, l'archevêque de Paris, anti-janséniste. C'est donc publié dans voilà, une vie de Pierre de Marca, biographie de cet archevêque.
Alors, un ouvrage très agréable à lire de Jean-Louis Dumas, Vivre et philosopher au grand siècle, chez Privat. De Jean Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, collection Nouvelle Clio. De Dickens, un professeur londonien, La contre-réforme. Donc la contre-réforme, c'est ce mouvement qui se met en place dans la deuxième moitié du XVIe siècle contre le protestantisme, à la suite du Concile de Trente, qui s'est tenu entre 1545 et 1563. De Louis Châtelier, L'Europe des dévots, qui était vous savez que Molière a ridiculisé les dévots dans Tartuffe, c'est membre de la congrégation du Saint-Sacrement. Et alors un ouvrage qui sert à expliciter les différents termes que j'ai utilisés ici, lexique historique de la France d'Ancien Régime, chez Armand Collard, de Cabourda et Villard. Et dans cet ouvrage, vous avez des rubriques, c'est comme un dictionnaire, où on vous explique ce que c'est que la régale. Il suffit de chercher dans l'ordre alphabétique, les convulsionnaires, etc. Tout ça est détaillé. J'ai dit